Bienvenue à tous dans la deuxième partie de la leçon force électromagnétique et loi de Laplace. Donc aujourd'hui on va voir quelques applications de la loi de Laplace, à savoir le haut-parleur et le moteur électrique. Donc le haut-parleur c'est un appareil, bien c'est un dispositif qui est destiné à produire du son ou bien des ondes sonores. Donc les ondes sonores sont tout simplement des ondes mécaniques qui se propagent dans l'air et qui résulte c'est-à-dire le son résulte de la modification ou bien de la déformation des particules constituant les couches d'air. Donc comment ça fonctionne? Voyons tout d'abord les composants d'un haut-parleur. Donc je vous ai déjà schématisé un schéma de la section d'un haut-parleur classique que vous connaissez déjà, et il se compose, donc cette partie là en fait c'est un aimant qui est circulaire, d'accord. Cette partie là c'est le pôle sud de l'aimant, donc pôle sud de l'aimant, c'est la partie en bleu. Donc l'aimant c'est un composant essentiel dans le fonctionnement, bien pour le fonctionnement d'un haut-parleur. La partie rouge c'est le pôle nord de l'aimant. Donc il se compose également d'une bobine, donc ce circuit vert, ça c'est une bobine, et bien sûr la bobine elle est liée à un tissu que l'on va appeler membrane. Donc ça peut être du papier aussi. Donc je vous signale que cette bobine, donc elle est libre à se déplacer autour bien sûr du pôle nord, et lorsqu'elle se déplace, lorsque cette bobine se déplace, elle provoque avec elle le déplacement de cette membrane là, d'accord, ce qui crée un mouvement vibratoire bien sûr de va-et-vient de cette membrane, et lorsque la bobine ou bien la membrane se déplace, elle va modifier avec elle les couches d'air, d'accord, au voisinage du haut-parleur, donc ce qui va créer tout simplement du son, d'accord. Voilà, donc pour mieux comprendre ça, on va faire circuler un courant électrique dans la bobine. Donc je vais relier les deux bornes de la bobine à un générateur de tension continue, d'accord. Donc bien sûr cette bobine là elle va être parcourue par un courant électrique, et elle est aussi dans un champ magnétique, ça veut dire elle va bien sûr être soumise à une force électromagnétique ou bien la force de Laplace. Donc pour mieux comprendre ça, j'aimerais bien faire un autre schéma. C'est un schéma de cette vue là, la vue en face. Donc ça veut dire si un observateur se place, voilà l'œil d'un observateur. Donc un observateur, lorsqu'il va se placer devant le haut-parleur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le schéma que je vais schématiser maintenant. Donc voilà le schéma de la vue en face du haut-parleur. Donc la partie ici en rouge c'est le pôle nord, d'accord, et la partie en bleu c'est le pôle sud de l'aimant circulaire. Donc bien sûr les lignes de champ ils sont orientées toujours du pôle nord vers le pôle sud, d'accord. Voilà les lignes de champ, et dans cet espace là où règne un champ magnétique, on a la bobine, bien sûr. On a déjà branché le générateur, ça veut dire elle va être parcourue par un courant électrique par exemple qui circule dans ce sens là. Donc voilà, ça c'est I. Bien, donc cette bobine là elle sera soumise à la force de Laplace, et si on désire déterminer la direction et le sens de cette force là, on utilise la règle de la main droite. Donc le pouce désigne le sens de I, l'index c'est B et le majeur c'est F, c'est la force de Laplace. Donc voilà I, je vais l'orienter dans le même sens que, puis le pouce je vais l'orienter dans le même sens que I. Donc B
à ce point, c'est vers le haut, d'accord? Donc voilà, et en tendant mon doigt, qui est le majeur, donc il va indiquer le sens de F. Ça veut dire, on va avoir un mouvement de la bobine vers ce sens-là, d'accord? Donc si je représente F, il sera orienté, donc il sera sortant. Ça veut dire que il va sortir bien la bobine, il va sortir, on va dire, il va effectuer un mouvement vers l'extérieur du tableau, et puisque la bobine elle est liée à la membrane, donc la membrane aussi il va faire un mouvement dans ce sens, d'accord? Ça veut dire, et l'observateur il va observer un mouvement dans ce sens-là de la membrane, d'accord? Maintenant, si on inverse les deux bornes, si on inverse les deux bornes du générateur, ça veut dire on va avoir un sens opposé du courant électrique. Le courant électrique, bien sûr, ce sens-là, il va changer de sens, d'accord? Donc il va avoir ce sens-là. Donc voilà I, d'accord, B dans ce sens-là, et F, il pointe vers le tableau, ça veut dire il est entrant. Donc et entrant, c'est un croix, ça veut dire F, il va avoir un sens, ou bien la bobine, il va avoir un sens entrant. Donc, et par conséquent, elle va faire déplacer avec elle, d'accord, cette membrane-là. Donc, en changeant le sens du courant, on va avoir un mouvement, d'accord, vibratoire de la membrane. Maintenant, si on applique une tension qui est sinusoïdale, qui est alternative, pas forcément une force sinusoïdale, mais une tension alternative, ça veut dire qui change de signe. Par exemple, donc une tension ou bien un signal électrique qui ressemble à celui-là. Donc en fait, ça c'est une onde sonore. On peut appeler ça une onde sonore, parce que le son peut être converti en un signal électrique, bien sûr à l'aide d'un microphone. Le microphone, ou bien le principe du fonctionnement du microphone, c'est totalement l'inverse de ça. Donc il reçoit la vibration mécanique, d'accord, ou bien le mouvement mécanique, et il le convertit en signal électrique. Le haut-parleur, il fait l'inverse. Donc il reçoit l'onde sonore, ou bien le signal électrique, et il le convertit en onde sonore, c'est-à-dire en mouvement, en onde mécanique. D'accord? Donc ce signal-là, bien sûr, il a une certaine fréquence. Elle va être bien sûr reçue par la bobine, d'accord? Et d'après la loi de Laplace, d'accord, le courant, elle va circuler dans la bobine et il va changer le signe à chaque fois, d'accord? Et bien sûr, par conséquent, le F, ou bien la force électromagnétique va changer de signe aussi, d'accord? Et on va avoir un mouvement, d'accord, de vibratoire ou bien de vibration de la membrane qui correspond, ou bien de fréquence correspondant à la fréquence de l'onde sonore. Bien sûr que l'on désire écouter si vous voulez. Donc c'est tout pour le haut-parleur. On passe maintenant au principe de fonctionnement du moteur électrique. Voyons maintenant le principe du fonctionnement du moteur électrique. Je vous rappelle que le moteur électrique est un dipôle qui transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie mécanique. C'est-à-dire, si on branche un moteur électrique au bord d'un générateur, donc ce dernier il va recevoir de l'énergie électrique du moteur et il va la convertir en mouvement. Ça veut dire qu'il va commencer à tourner, à effectuer des rotations. On dit alors qu'il transforme ou bien qu'il convertit l'énergie électrique reçue en énergie mécanique. Donc comment fonctionne ceci? Donc j'ai schématisé un schéma qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qui fait ou bien qu'est-ce qui pousse le moteur à tourner sous l'effet du courant électrique. Donc j'ai ici deux aimants, d'accord, droits, placés de cette façon-là. Je vous rappelle que les lignes de champ sortent toujours du pôle nord vers le pôle sud, à l'extérieur de l'aimant bien sûr.
Donc le circuit que j'ai choisi ici, c'est un circuit de ce forme de rectangle. Et bien sûr, au bord de ce circuit, je peux brancher un générateur de courant continu. Donc bien sûr, si on branche par exemple, voilà la borne positive et négative du générateur, bien sûr le courant va commencer à se circuler dans ce sens-là, d'accord? Et on va avoir un conducteur parcouru par un courant électrique dans un dans un champ magnétique. Et comme vous le savez, d'après la partie précédente, d'accord, si on a un conducteur parcouru par un courant électrique qui se trouve dans un champ magnétique, ce conducteur-là, il va subir une force électromagnétique. D'accord, on va constater le déplacement, ou bien le mouvement de ce conducteur. Donc c'est la même chose qui va avoir lieu ici. Donc voyons maintenant cette partie-là qui est plongée ou bien qui se trouve dans ce champ magnétique. Donc si on veut déterminer le sens et la direction de la force électromagnétique que subit cette partie-là, on utilise tout simplement la règle de la main droite qui dit que voilà, le pouce indique le sens de I, l'index indique le sens de B et F est indiqué par le majeur. F, ça veut dire la force électromagnétique. Donc voilà le sens de I. Donc il faut imaginer ça en 3 dimensions. Voilà les deux aimants. Et mon circuit se trouve placé dans ce sens-là. D'accord? Donc ça veut dire que le courant circule dans ce sens. Il est entrant dans le tableau. B, bien sûr, il est indiqué par les lignes de champ. C'est vers ce sens-là, c'est-à-dire à droite. Donc voilà, I, on a dit, il est entrant dans le tableau. B, il est orienté à droite, d'accord? Et si je tends le majeur, donc le majeur pointe vers le bas, d'accord? Et c'est bien la direction et le sens du vecteur force électromagnétique que subit cette portion-là. Je vous rappelle que le point d'application de la force est le milieu de cette partie-là qui est plongée dans le champ magnétique. Donc voilà la force que je vais noter, F1. Donc cette partie va subir une force électromagnétique que j'ai notée, F1, qui va essayer de mettre en mouvement ce circuit en bas, bien sûr de cette partie-là. Voyons maintenant cette partie-là qui est horizontale et qui a le même sens, c'est-à-dire le courant électrique a le même sens que celui de B. D'accord? Donc on sait que d'après la loi bien l'intensité de la loi de Laplace, on sait que F égale à bien sûr I fois L fois B sinus alpha. Donc I étant le courant électrique ou bien l'intensité du courant électrique qui circule dans cette portion, L c'est sa longueur, B c'est l'intensité du champ magnétique et alpha c'est l'angle que fait B et vecteur L. D'accord? Donc L c'est la longueur et le sens de L de ce vecteur là est donné par le sens de I. Donc voilà le sens de I. Le sens de B c'est le même sens que celui de I. Ça veut dire les deux vecteurs B et L sont confondus. Ça veut dire l'angle entre eux égale à 0. D'accord? Et sinus 0 égale à 0, ça veut dire que F égale à 0. D'accord? Parce que sinus alpha égale à 0. Donc cette partie là elle ne va subir aucune force. D'accord? Et la troisième partie, donc on a le sens du courant, bien sûr, il est inverse à celui-là. Donc le sens du courant ici, voilà le circuit, ça entre, ça circule comme ça, vers la droite, et ça sort. Donc ici, le sens du courant est sortant. D'accord? Donc voilà I, c'est le pouce, il est sortant. D'accord? B, il est indiqué à droite. D'accord? Et si je tends le majeur, il va pointer vers le haut. Voilà, ça veut dire que cette partie-là, elle va subir une force vers le haut. D'accord? Et je vais la noter F2. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que ce circuit, il subit ce qu'on appelle un couple de force. Et l'effet d'un couple de force, on sait que c'est la rotation d'un corps. D'accord? Par exemple, un volant, si on veut le faire tourner, un volant, on applique un couple de force. Donc la même chose. Ici, on a une force qui tend
F1 qui est orienté vers le bas et F2 vers le haut. D'accord? Donc ça va tourner voilà ce circuit dans ce sens-là. Donc ce qui fait que le moteur va tourner. Mais ici, j'ai une petite remarque à vous dire. Et bien sûr, une remarque qui est très très importante, c'est que au bout d'un moment, lorsque ce circuit va tourner, les deux forces vont se retrouver comme indique cette figure-là. Donc ça, c'est la force F2 et ça, c'est la force F1. D'accord? Donc on constate que ces deux forces, ils ont la même ligne d'action. Donc, et s'ils ont la même ligne d'action, ils ne vont plus provoquer la rotation de ces circuits. D'accord? Donc voilà les deux forces. Normalement, voilà les deux forces. Ces deux forces-là, si on prend un objet, voilà, si on exerce ces deux forces à un objet, d'accord, on constate qu'ils ne vont plus faire tourner cet objet-là. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire, pardon? Il faut tout simplement inverser le sens du courant électrique. D'accord? Et comme ça, on aura les forces ou bien les vecteurs forces qui vont bien sûr changer de sens et de direction et la rotation va continuer. Donc au lieu d'avoir ces deux sens-là, il faut tout simplement changer les directions et le sens, c'est-à-dire je vais prendre ça sortant, voilà F2 et ça, je vais prendre entre. Donc voilà F2. Elle pointe vers ce sens. F1, la voilà. Donc cette force-là, elle tend à tirer le circuit vers ce sens et l'autre à le pousser dans ce sens-là. Donc ce qui va provoquer la rotation voilà, du circuit. Donc je récapitule. Donc voilà les deux forces. Donc ça c'est la force F1 et ça c'est F2. D'accord? Donc au bout d'un moment, les deux forces, voilà, ils n'ont pas la même ligne d'action. Donc, ils vont provoquer la rotation. Au bout d'un moment, ils ont la même ligne d'action. Ils ne vont plus provoquer la rotation du circuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inverser le courant. Comme ça, les deux forces, ils vont changer de direction et de sens. Ils vont continuer à faire tourner, d'accord, le circuit. Et au bout d'un moment, voilà, ils vont se retrouver avec la même ligne d'action. Donc, il faut tourner, d'accord, donc dans ce sens-là. Il faut les tourner en inversant le sens de I. Et comme ça, bien sûr, le moteur continue sa rotation sans problème. Donc, il faut à chaque demi-tour, bien sûr, il faut inverser le sens du courant pour que la rotation du moteur continue. Donc, l'inversement du sens du courant électrique, donc, il est assuré par deux composants du moteur que l'on les appelle les collecteurs, le collecteur et les balais. D'accord? Donc ces deux composants dans le moteur, ils assurent bien sûr la rotation, bien l'inversement du courant électrique, et bien sûr les deux aimants du moteur, on appelle ça le stator. Le stator parce que c'est la partie stable, donc les aimants ne changent pas, ne se déplacent pas. Et la partie tournante, le circuit, c'est-à-dire le circuit électrique qui tourne, on appelle ça le rotor. D'accord? Donc ça, ce sont les composants principaux d'un moteur qui assurent son fonctionnement. On passe maintenant au dernier axe de ce cours qui est le couplage électrodynamique. Donc, je vous signale que cette partie de cours concerne uniquement les élèves de Sciences Math. Donc, on réalise le montage expérimental suivant, qui est schématisé bien sûr sur le tableau. On a un générateur, des fils électriques et les deux tiges en noir. On les a appelés dans la première partie, si vous vous rappelez, des rails de Laplace. D'accord? Et on a aussi une tige conductrice qui peut se déplacer sur les deux rails. Cette zone-là que vous voyez en bleu, donc c'est un endroit où règne un champ magnétique. La direction et le sens du champ magnétique ici sont indiqués par ces points-là. Donc on sait que lorsque
lorsqu'on a un point, d'accord, ça veut dire que B est sortant. Donc on a ici le vecteur champ magnétique B en cette zone-là est sortant. Donc en tout point bien sûr de cette zone-là. Voilà si on actionne le générateur, bien sûr le courant il va circuler tout au long bien sûr du circuit. Il va circuler aussi dans la tige. Donc voilà le sens de I. Il va circuler dans ce sens. Et après il va continuer bien sûr sa circulation vers la borne négative du générateur. Bien sûr, puisque cette tige-là est parcourue par un courant électrique et se trouve dans un champ magnétique, elle va subir la force électromagnétique ou bien la force de la place. La direction et le sens de cette force-là est déterminé par la règle des 3 doigts de la main droite. Bien sûr, le pouce indique le sens de I, donc il est vers le bas, d'accord, le voilà. B, il est indiqué par l'index. On constate ici que B c'est sortant, ça veut dire c'est vers vous. Donc je vais tourner tout simplement l'index vers vous. Et en tendant le majeur, bien sûr le majeur indique la force de la place, ou bien la force électromagnétique. On constate que le sens de cette force-là est dans ce sens-là. Donc je peux représenter cette force ainsi. Voilà, donc bien sûr, on va constater que cette tige-là va se déplacer dans ce sens-là. Bien sûr, puisque la tige se déplace, ça veut dire que cette force-là, bien sûr, elle s'est déplacée sous l'effet de cette force. Donc on dit que cette force-là travaille. Si vous vous rappelez, on dit qu'une force travaille lorsque son point d'application se déplace. Donc on peut calculer le travail de cette force. Le travail c'est W, lorsque bien sûr la force se déplace d'un point A à un point B. Donc voilà, je vais considérer ça, c'est le point A à un point B. Donc ça c'est le vecteur AB. Donc par définition, le travail d'une force est égal au produit scalaire de cette force-là fois le vecteur de déplacement. Donc ça va donner F fois AB cosinus l'angle entre F et AB, d'accord. Et d'après le schéma, on a déjà le F et AB, ils ont le même sens et la même direction. Ça veut dire qu'ils sont confondus. Donc l'angle entre eux égale à 0. Et cosinus 0, c'est 1. Donc on va voir tout simplement F fois AB. D'accord. Donc on peut poser AB égale à D. D'accord. Ça c'est le vecteur c'est la distance. C'est cette distance-là. Voilà, l'intensité de la force de la place, on la connaît déjà, c'est B fois I fois L sinus alpha fois D. D'accord. Alpha, c'est l'angle entre B, le vecteur champ magnétique, et le sens de I. D'accord. Donc on a, voilà I, il est dans ce sens-là, d'accord, et B, il est dans ce sens. Ça veut dire qu'il y a un angle droit. D'accord. Donc alpha ici égale à pi sur 2. D'accord, c'est un angle droit. Et sinus pi sur 2, on sait que c'est égal à 1. Donc ça veut dire que le travail de F, de la force électromagnétique lorsque ce point d'application se déplace de A à B, égale à B fois I fois L fois D. Bien sûr, on a tous ces grandeurs qui sont positif, d'accord, B est positif, la même chose pour I, la même chose pour L et D, ce sont des distances. Donc on dit alors que c'est un travail qui est moteur tout simplement. D'accord. Donc je tiens à vous signaler que L c'est la distance ou bien c'est la longueur de la portion de la tige qui se trouve uniquement dans la zone où règne B. Ça veut dire voilà L. D'accord. Donc on ne prend pas toute la longueur de la tige. Voilà, donc bien sûr on dit que cette tige là, donc lorsqu'il a reçu une énergie électrique, d'accord, elle l'a convertie en mouvement ou bien en énergie mécanique. L'énergie électrique reçue par cette tige là, donc on peut écrire son expression si vous vous rappelez.
Bien sûr, U c'est la tension aux bornes de la tige, I c'est l'intensité du courant qui parcourt la tige, et delta T c'est la durée voilà, qu'il a fallu pour fournir cette énergie-là. Donc cette énergie, elle va être, ou bien une partie de cette énergie, elle va être convertie en énergie mécanique que je peux noter W M mec, d'accord. Et on peut calculer le rendement de cette tige-là. Qui est donné par cette relation-là sur l'énergie reçue, d'accord, par la tige. Donc on peut faire la même chose pour un moteur, d'accord, puisque le moteur il reçoit de l'énergie électrique, il la convertit en une autre forme d'énergie. On passe maintenant à ce schéma d'une petite expérimentation. On a ici une bobine, d'accord, qui est reliée à un ampèremètre. Et au voisinage de cette bobine-là, on a placé un aimant droit. Et cet aimant-là, on va lui communiquer un mouvement d'aller-retour. D'accord. Donc, on va faire déplacer, on va faire bouger cet aimant-là à proximité de cette bobine-là. Et qu'est-ce qu'on va constater? Tout simplement, cet aimant-là, il va indiquer quelques intensités du courant électrique. Cette aiguille va se mettre à osciller, d'accord, et va mettre un mouvement d'oscillation. Ça veut dire qu'il y a génération d'un courant électrique qui est provoqué par le mouvement, d'accord, de cet aimant au voisinage de cette bobine, d'accord. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc ce mouvement là, donc cette énergie, ou bien on va dire cette énergie mécanique à proximité de cette bobine là, elle est convertie en énergie électrique. En fait, c'est l'inverse de ce qui est passé dans cette expérimentation. D'accord. Ici, on avait une conversion d'énergie électrique en énergie mécanique, mais ici, on a une conversion d'énergie mécanique, c'est-à-dire ce mouvement-là, bien sûr, il s'est transformé en énergie électrique. D'accord. Donc, ce phénomène est appelé le couplage électrodynamique, c'est-à-dire c'est le fait de transformer l'énergie, ou bien le passage d'énergie électrique en énergie mécanique et l'énergie mécanique en énergie électrique. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Je vous souhaite très bon courage et je vous dis au revoir.